Vous êtes sur RCJ. Le grand rendez-vous de Paul Amar, tous les vendredis midi sur RCJ. Bonjour, ne pas oublier, ne jamais oublier. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'est ouvert le 8 septembre dernier. La presse l'a largement couvert ce jour-là, mais depuis, il ne fait plus la une des grands médias. Un article, bien sûr, ça et là, sur les témoignages des rescapés, terrible, émouvant, mais le silence en prime time, comme si la France voulait tourner la page et espérer que cette page soit la dernière d'un long chapitre sanglant. 328 morts entre 2001 et aujourd'hui, et des centaines de blessés fauchés par des tueurs islamistes aussi monstrueux que lâches. Ne pas oublier, ne jamais oublier, devoir de mémoire, comme pour la Shoah. On le doit aux victimes et à leurs familles. Olivier Laplot, rescapé du Bataclan, et Denis Péchanski, qui œuvrent pour cette mémoire, nous dirons dans cette émission combien elle compte pour la reconstruction. Devoir de vigilance. On le doit au pays et à la protection des nôtres. Frédéric Pechnard, ancien directeur général de la police nationale, aujourd'hui vice-président du parti LR, nous dira si la démocratie a les moyens de lutter contre cet islamo-fascisme. Devoir de soutien aux victimes et de riposte aux terroristes. Joël Lévy, psychothérapeute à Tel Aviv, et Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement israélien, nous diront comment toute une société, et pas seulement son armée ou sa police, a appris à réagir à la terreur. Avant de les écouter, le rappel info de Margot Siffer. Le grand rendez-vous de Paul Amar, tous les vendredis midi sur RCJ. Bonjour Olivier Laplot, merci d'être là. Vous étiez au Bataclan le 13 novembre 2015. Vous qui aimez tant la musique, et vous avez survécu lors de cette soirée d'horreur qui avait commencé, rappelons-le, Laurence Goldman, au Stade de France. Oui, le Stade de France, c'est là en effet que tout a commencé pendant le match France-Allemagne. Ce soir-là, il y a une compagnie de gardes républicains qui est chargée de surveiller les abords du stade. Ils sont à 25 mètres de la porte D, là où le premier kamikaze se fait exploser. Jonathan a témoigné à la barre. Je vois Manuel Diaz, dit-il, il a les yeux ouverts, le visage appuyé sur une de ses mains, à genoux. Je comprends qu'il est mort. Puis j'aperçois les fils qui dépassent du corps du kamikaze et je comprends ce qui se passe. J'ai un moment de sidération. De l'autre côté du mur, j'entends le public applaudir et crier de joie. Je suis en face de deux mondes inconciliables, la vie et la mort autour de moi. Cette image me hante encore aujourd'hui. Et vous avez été particulièrement marqué, Laurence, vous qui allez tous les jours au procès, par le récit d'un rescapé, Florian. Il avait 24 ans à l'époque. Oui, il est aujourd'hui avocat. Et ce qui frappe en écoutant ces témoignages, c'est la jeunesse de ceux qui buvaient un verre aux terrasses, car il faisait très doux dans Paris ce soir du 13 novembre. Alors Florian, il se trouvait au Carillon. Vers 21h25, raconte-t-il, c'est la déflagration des armes automatiques. C'est très bruyant comme des pétards, mais c'est en rafale. Très vite on comprend, je me jette à terre, je suis très mal caché. Le bruit est assourdissant. Continue. J'ai vu la silhouette d'un assaillant, un jeune homme de mon âge, l'arme à la main, extrêmement calme. Il marche vers l'entrée et on entend des tirs saccadés. Il achevait des personnes au sol. Il y a un silence de mort, ça sent la poudre, une odeur affreuse et ça sent le sang très fort. Puis les premiers cris des gens qui sont touchés, des cris de douleur absolument atroces. On patauge dans le sang, on ne voyait plus le sol, on aide les gens comme on peut. J'ai pris mon t-shirt pour compresser une plaie. Témoignage absolument bouleversant et désormais ce sont les rescapés du Bataclan qui témoignent. Oui, ce sont des récits à la fois poignants et glaçants, comme celui de Clarisse. Elle avait 24 ans le 13 novembre 2015. Elle a une force et une rage de vivre incroyable, cette jeune femme aux yeux clairs. Grâce à elle, une cinquantaine de personnes ont pu se cacher sous les toits. Il était hors de question que je meure ce soir-là, raconte-t-elle. Dans la fosse, une balle me frôle, ça tirait en rafale de tous les côtés. Elle trouve une porte fermée. On tape, ouvre-toi, putain de porte. Puis elle s'engouffre dans les escaliers, elle court le plus loin possible jusqu'au 2e étage et arrive devant les toilettes. Les tirs sont toujours plus forts. Je me dis, raconte-t-elle, réfléchis. Je défonce le plafond comme une furie, je refuse de mourir. Un monsieur me dit, je vais t'aider. Il me pousse les fesses, j'essaie d'aider les gens à monter, j'arrache des fils électriques. Clarisse se réfugie sous les toits, se cache au milieu de la laine de verre. Le silence est entrecoupé de cris glaçants.
Quand la BRI est venue nous chercher, je n'arrivais ni à pleurer, ni à crier. Je suis restée longtemps dans une forme de déni. Ensuite, j'ai eu un choc post-traumatique, impossible de travailler, j'ai abusé de l'alcool, j'ai quitté mon compagnon. Puis Clarisse s'adresse aux accusés. Vous m'avez volé le plaisir de soirées insouciantes, de vivre facilement sans angoisse. Aujourd'hui, le moindre bruit me met dans une panique abominable. Juste un mot, Paul, pour conclure. Ce qui ressort aussi de ces témoignages terribles des survivants du 13 novembre, c'est la culpabilité d'être vivant, mais aussi l'impossibilité de revivre comme avant. Merci Laurence. Olivier Laplot, je rappelle à celles et ceux qui nous rejoignent que vous êtes vous-même un rescapé. Vous étiez au Bataclan le 13 novembre 2015. Je retiens la phrase de Clarisse rapportée par Laurence, la culpabilité d'être vivant. Vous l'avez vous-même ressenti? Je l'ai ressenti pendant de nombreux mois, effectivement. Ma femme qui était avec moi aussi. Quand on est témoin de ce genre d'horreur, hein, puisque en sortant, j'étais du même côté que Clarisse, dont vous avez parlé il y a quelques instants, dans une loge juste en dessous de celle où elle était, et on est passé par le même endroit en sortant. On est passé par la fosse, par les coursives, en marchant dans le sang et en étant témoin de l'horreur de ce qu'il y avait dans la fosse. Et quand on ressort, on est pris on se rend compte enfin de la dimension de ce que ça a pu être. Et oui, on sent pourquoi nous? Pourquoi nous? On ressent qu'il s'agit d'une sorte de loterie mortifère. C'est un peu ça, et il y a eu d'autres témoignages qui disaient moi j'ai la chance de ne pas avoir d'enfants, il y a des parents qui sont morts dans cette fosse, il y a des frères, il y a des sœurs. Ma femme et moi, on n'avait pas encore d'enfants à ce moment-là, on avait ce projet, mais c'est vrai que je me suis fait la même réflexion. Il y a des enfants qui ont perdu leurs parents, leurs grands-parents même, dans cet attentat, et c'est terrible. Et dans cette loge où vous étiez réfugié, vous étiez combien? Et votre femme est toujours restée près de vous? J'ai eu cette chance, oui. On s'est tout de suite enfui ensemble, en passant parce qu'on pensait être une sortie de secours. Mais donc on s'est retrouvés dans cette loge, un peu malgré nous. Au fond de cette loge, on a pu rester ensemble vraiment l'un à côté de l'autre. Et on est ressortis ensemble. On était plusieurs dizaines. J'estime entre 30 et 45 personnes. Et les réactions étaient différentes? Très différentes. Il y avait des gens qui étaient très très lucides de ce qui se passait, mais qui arrivaient à rester calmes. Vous l'étiez, vous? J'étais très lucide de ce qui se passait. J'ai pas compris à la seconde près ce qui se passait. Moi, je pensais à un problème technique. Ma femme, elle connaissait le bruit des armes et savait ce qui se passait, donc m'a tout de suite tiré par le bras et on s'est enfui. Mais voilà, on a réussi à rester relativement calme par rapport à d'autres qui étaient très 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 paniqués et qu'on a essayé de raisonner entre guillemets. Mais la temporalité ensuite se dilue complètement. Et à ce moment-là, dans la loge, que voyez-vous, qu'entendiez-vous? Est-ce que les sons vous parvenaient? On entend des bruits sourds de tirs, mais beaucoup moins forts qu'on les entendait quelques secondes plus tôt. Mais vous comprenez qu'il s'agit d'une tuerie à ce moment-là? J'ai vu les flammes. J'ai pas vu les terroristes. J'ai vu simplement des flammes sans pouvoir quantifier le nombre de terroristes ou d'attaquants. Mais une fois dans la loge, on entend de façon plus sourde. Donc on est un peu coupé de l'action, si je puis dire. Et dans ce qui m'a semblé être en fait une demi-heure, 3/4 d'heure, on ressent la déflagration d'Amy Moore qui explose sur scène, après avoir été neutralisé par le commissaire de la BAC. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a d'autres soucis. Mais quand je vous dis que j'ai cru que c'était une demi-heure, 3/4 d'heure, c'était vraiment ça, alors qu'on a appris durant le procès que c'était seulement 10 minutes. Donc le temps... Et quand vous êtes ressorti, vous avez traversé la salle? On a traversé la salle. Ça a été dit par plusieurs témoignages. Les yeux baissés, en fait, la BRI nous a demandé de garder les yeux fermés ou vers le plafond. Mais on ne pouvait pas. On glissait sur du sang. J'ai buté contre un corps et j'ai été obligé de regarder là où j'allais. Et vous compreniez ce qui se passait? Vous pensiez quelque chose? Vous réfléchissiez? Ou vous étiez dans une telle sidération que... Quand on était dans la pièce, j'avais aucune idée de l'ampleur de la chose. Avec l'explosion, j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'autres dangers qui n'avaient pas que les Kalachnikov finalement qui représentaient un danger. Mais c'est qu'une fois, en fait, en longeant la fosse, que je me suis rendu compte de l'ampleur et du nombre de morts, et cet enchevêtrement de corps les uns sur les autres et des mares de sang. Il y a que à ce moment-là que j'ai réalisé
l'ampleur des dégâts, si je puis dire, et on n'avait encore aucune idée de ce qui s'était passé ailleurs, finalement. Laurence ? Oui, vous êtes Olivier Laplot, vice-président de l'association Life for Paris, qui s'est créée le lendemain, je crois, ou quelques jours après. Quelques semaines plus tard, oui, au courant décembre. Oui. On a vu hier défiler des personnes qui ont été gravement blessées au Bataclan, des visages arrachés, des membres arrachés. Quelle reconstruction est possible pour ces victimes et quel rôle jouez-vous avec votre association pour leur venir en aide ? L'association, à la base, elle est née pour que les victimes puissent se retrouver. C'était vraiment l'objet de l'appel de Maureen Roussel, qui est à l'origine de l'association, qui avait lancé un appel sur Facebook, et de pouvoir discuter entre nous, de pouvoir se céder les uns les autres par la parole, parce que discuter avec ses amis ou avec sa famille, quelles que soient les relations qu'on puisse avoir avec eux, est jamais facile, et on peut jamais entrer dans les détails et aller loin dans la réflexion. Et donc le but, c'était ça à la base. Et le groupe a grossi au fur et à mesure, et on s'est rendu compte qu'on avait d'une certaine façon une légitimité de plus en plus grande et une parole de plus en plus forte à passer. Et on a voulu aussi continuer à aider les victimes dans leur parcours. Donc c'était non seulement une entraide morale, on va dire, à la base, mais il y a eu aussi toute l'aide autour du parcours administratif. Il a été question du fonds de garantie, mais bon, ça c'est une autre question. Mais il y a tellement de choses à régler dans la vie d'une personne qui est victime d'attentats, qu'il a fallu aussi installer tout ça, et on a participé à tout ce qui a pu se faire comme amélioration suite à ces attentats. François Hollande, qui est le président de l'époque, a été très touché, je pense, par ce qui s'est passé. Il y a eu le secrétariat d'État, etc. Donc c'était... Alors, vous auriez pu occulter définitivement cette terrible séquence. Vous l'avez conservée, au sens littéral du terme, sur votre peau. Alors, les auditeurs ne le voient pas, mais vous avez fait un tatouage. J'ai fait un tatouage, effectivement. Pourquoi ? Déjà parce que j'aime ça, les tatouages. Que j'ai des tatouages qui ont une signification pour moi, et ce tatouage que j'ai fait représente le signe du métal avec les deux doigts levés, avec un pansement dessus et une goutte de sang qui ressort d'un doigt pour marquer la blessure aussi, mais avec un message qui me rappelle qu'il faut continuer à écouter la musique rock, parce que c'est ce que j'adore, et que les terroristes ne gagneront pas par rapport à ça. Et l'autre message que vous faites passer avec votre femme, c'est de vous reconstruire complètement en ayant un enfant désormais. Exactement, ça a pris du temps. Je reviens sur les témoignages qui se sont passés hier, mais qui disaient que c'était très dur ensuite d'offrir un tel monde à un enfant, qu'il y ait une vraie réflexion derrière ça. Ça nous a pris du temps, mais on a réussi. Et dernière question, Olivier Laplot, quand votre enfant verra votre tatouage, il vous posera la question: que vous lui direz-vous ? Est-ce que vous lui raconterez ou pas ? Je lui ai déjà dit quelques mots en passant devant le Bataclan une fois où c'était pas spécialement prévu. On se baladait devant, et je lui expliquais qu'il y avait des gens qui nous avaient fait du mal à l'intérieur, sans entrer dans les détails évidemment, il a 3 ans et demi. Mais oui, je lui en parlerai. Oui. Merci beaucoup, Olivier Laplot, d'être passé nous voir et de témoigner si sobrement et si calmement. Je rappelle le nom de votre association que Laurence a cité tout à l'heure, Life for Paris. En un mot, des termes anglais choisis pour montrer le caractère universel. Universel, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreuses victimes étrangères aussi, donc c'était pour leur montrer qu'elles sont les bienvenues. Une façon de répondre au terrorisme qui est passé du terrorisme local, je les cite malheureusement, au terrorisme global. Merci beaucoup, Olivier Laplot. Dans un instant, nous accueillerons Denis Péchanski, historien de la Seconde Guerre mondiale, directeur de recherche au CNRS. Denis Péchanski nous aide précisément à ne pas oublier la tragédie du XXe siècle, l'horreur nazie, la Shoah. Il nous aidera désormais à ne pas oublier la tragédie de ce siècle, l'horreur islamo-fasciste. Il est le co-auteur avec le neuropsychologue Francis Eustache d'un énorme travail de recueil de la mémoire des attentats du 13 novembre 2015. Il nous en parlera après cette pause. Le grand rendez-vous de Paul Amar, tous les vendredis midi sur RCJ. Denis Péchanski, bonjour. J'ai évoqué ce travail de mémoire que vous avez entrepris avec Francis Eustache. Avant de vous écouter, je voudrais vous faire entendre ce micro-trottoir réalisé à Paris par Didier Caramallo et Aurélien Graveline. Il n'a pas de valeur scientifique, bien sûr, mais il illustre bien la diversité des réactions.
6 ans après les attentats du 13 novembre 2015, quel est l'impact de cet événement traumatisant dans la société française? La peur subsiste-t-elle toujours en terrasse? Nous nous sommes rendus rue Mouffetard, où nous avons rencontré Gaël, Karim et Josiane. Personnellement, les attentats du 13 novembre étaient choquants sur le début et quand ça s'est passé. Mais au fur et à mesure du temps, et surtout avec le Covid, ça a laissé un grand temps sans terrasse et sortie entre guillemets, qui a fait qu'aujourd'hui, quand je sors, j'y pense plus trop. Franchement, non. J'y pense pas. Par contre, des fois, dans les médias, il y a des choses qui nous le rappellent. Et c'est plus sous cet angle-là, en fin de compte. On a plus le sentiment qu'on nous force à nous rappeler alors qu'on a juste tous envie d'oublier et de passer à autre chose. Non, bien sûr qu'on y pense. Surtout que c'est pas le 13 novembre, mais c'est vrai qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps une voiture qui est rentrée et qui a foncé sur une terrasse, etc. Alors on y pense, on se dit, mon Dieu, est-ce qu'on est en sécurité? Voilà. Josiane remet donc en cause la sécurité, tout comme Pedro, touriste espagnol qui vient pour la 4e fois à Paris et qui souligne également ce problème. Non, ce qu'on ressent, c'est un climat sécuritaire. On le sent. Tout est sous contrôle, il y a beaucoup de policiers. Le monde n'est plus ce qu'il était, c'est pire. Sécurité, je me sens en sécurité, mais je sens que la situation n'est pas normale, rien n'est normal. Alors oui, nous sommes en sécurité, mais ce n'est plus la vie d'avant. Denis Péchanski, vous allez bien sûr réagir à la diversité de ces réactions, sachant que votre méthode de travail et de recueil de cette mémoire a été évidemment beaucoup plus scientifique. Églantine Delalleux. Le programme 13 novembre est un lourd travail de recueil de la mémoire des attentats du 13 novembre 2015 mené par le CNRS, l'INSERM et ESAM. Concrètement, depuis 2016, des chercheurs recueillent les témoignages de 1000 personnes. Alors, ce sont des témoins directs des attaques, des policiers, des habitants des quartiers ciblés, mais aussi ceux plus éloignés de Paris. Durant 10 ans, ces personnes vont être interrogées à 4 reprises. Alors, le but de Denis Péchanski, c'est d'étudier l'évolution de la mémoire après les attentats du 13 et de comprendre finalement l'imbrication entre la mémoire individuelle et la mémoire collective. Pourquoi avez-vous décidé de le faire, Denis Péchanski ? Il y a 2 raisons. La première est d'ordre scientifique, c'est parce que ça fait quelques années que je m'étais interrogé, depuis la fin des années 2000, et ça avait commencé à New York, sur l'articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective, en me disant que si on voulait comprendre vraiment pleinement la mémoire collective, il fallait comprendre les dynamiques cérébrales de la mémoire et inversement, comme le montrait l'imagerie cérébrale. Donc on a obtenu un équipement d'excellence quand Valérie Pécresse était ministre de la Recherche. On a été retenu par le commissariat général à l'investissement. On a pu comme ça développer des outils qui nous permettaient de mieux comprendre cela. Et ça impliquait quoi? Évidemment, comme historien, j'allais travailler avec des neuroscientifiques et avec des cognitivistes dans une approche globale de la mémoire et non pas sectorisée par silos comme on avait jusqu'à présent. Et puis arrive le 13 novembre. Là, c'est dans ma cuisine et je dis, aïe, j'ai trouvé. On va faire 1000 entretiens, 4 fois de suite en 10 ans, en essayant de retrouver les mêmes, en faisant de l'audiovisuel avec l'INA, le CPAD, qui étaient déjà nos partenaires, pour aussi qu'on ait des images, une sorte de patrimonialisation, mais aussi de la mémoire du 13 novembre, mais aussi une étude, donc avec une dimension scientifique. Je téléphone à mon collègue et ami Francis Eustache qui me dit, écoute, moi, j'ai eu la même idée, mais je voudrais qu'on travaille sur le trouble de stress post-traumatique que vous avez bien évoqué tout à l'heure, et qui est vraiment la maladie, la pathologie de l'époque. Et on s'est lancé parce que derrière l'exigence scientifique, répondre avec nos armes, les armes de la recherche, de la connaissance. Évidemment, il y a un engagement citoyen. Évidemment, il y a l'idée, en quelque sorte, on leur doit ça. Alors, comment établir une mémoire collective quand Clarisse, pour reprendre le propos rapporté tout à l'heure par Laurence, dit, s'adressant au tueur, « Vous m'avez volé ma vie, vous m'avez volé mes soirées insouciantes, vous m'avez volé le plaisir de marcher dans la rue. » Et quand Olivier Laplot, ici même, dit « Avec ma femme, nous qui étions dans la loge du Bataclan, nous avons décidé de nous reconstruire et de faire un enfant. » Donc 2 réactions très différentes l'une de l'autre. Bien sûr, on a d'ailleurs tout un panel de réactions et en même temps, ils ont vécu la même chose, ou à peu près, ils ont vécu ce drame. Et là, quelque chose se joue avec le procès de fondamental. Et que moi, je ressens, parce qu'au moment où je suis ici, en même temps, j'ai des amis, et hier, j'ai fait 2 entretiens comme ça, qui récoltent
les entretiens, les témoignages, toujours avec les mêmes questions, avec le même protocole, et souvent les mêmes personnes. Ça fait la 3e fois, et là, il se passe quelque chose avec le procès. C'est comme si se construisait un grand récit partagé. Je suis très frappé par le fait que des personnes, puisqu'on a des personnes évidemment qui sont directement exposées, vous les avez citées, mais il y en a d'autres aussi qui sont dans 3 villes de province, par exemple, donc très à distance, ou bien qui étaient dans des quartiers de Paris complètement éloignés. Et le discours qu'ils nous tiennent, d'abord, il est, je dirais, beaucoup plus sensible. Il y a quelque chose qui se passe. On a des gens qui étaient à distance, vraiment à distance, et qui se mettent à pleurer en racontant cette histoire. Et l'histoire qu'ils nous racontent, c'est en quelque sorte une histoire maintenant commune, parce qu'il y a un énorme travail des journalistes, et je voudrais vraiment le saluer ici, et parce que c'est celui-là qu'ils entendent beaucoup plus que le procès proprement dit, mais ces journalistes relaient aussi la parole individuelle des témoins. Et c'est là où on voit comment ça s'articule, témoignages individuels, construction de la mémoire collective. On renvoie à un grand récit, donc une mémoire collective, qui va nourrir la mémoire individuelle de chacun. Vous évoquiez le cas des gendarmes. C'est un cas très particulier. Ces gendarmes qui étaient présents, gendarmerie montée, avec des chevaux, donc qui étaient présents là au Stade de France, pas du tout parce qu'il y avait un attentat terroriste. Ils étaient là, comme à chaque fois dans les grands matchs, pour réguler la sortie des spectateurs du match. Ils se prennent pleine tronche cet attentat, excusez-moi du terme, mais avec effet de blast, et puis ensuite directement sur le corps de Dias, qui est le seul mort civil dans cette affaire-là. Et après, ils disparaissent de la mémoire. Ils passent sous les radars. Moi, je les ai récupérés. Et ils en souffrent d'ailleurs. Mais oui, oui, parce que on retrouve en quelque sorte. Même pas retenu dans les cérémonies de mais bien sûr, parce que c'est une mémoire individuelle de groupe maintenant, qui n'est pas relayée par la mémoire collective, et évidemment, ça va développer des pathologies. Et là, on en a un exemple. C'est là où on pointe du doigt l'importance du travail mémoriel. Tout à fait. Églantine ? Et justement, Denis Péchanski, est-ce que la mémoire du 13 est la même que celle des attentats de janvier 2015 ? Non, parce qu'on a fait une étude aussi de ces différentes mémoires avec le CREDOC qui pose 11 questions, là non pas à nos 1000 personnes, mais à un échantillon représentatif de la société française. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas le même type de réaction, que par exemple le 13 novembre s'impose de plus en plus comme la mémoire des attentats terroristes depuis l'an 2000. Alors que là, les attentats de janvier, c'est un peu en sinusoïdal. Quand il y a une actualité, comme en janvier, chaque année, les commémorations, quand on leur dit « mais quels sont les attentats qui vous ont le plus marqué ?» Les Français se disent « ah oui, c'est vrai, il y a aussi janvier. » Bon. Et après, ça s'écroule. Et ça revient en janvier. Ça montre aussi l'importance de ces commémorations et de l'actualisation médiatique de l'affaire. Donc on voit bien qu'il y a des réactions différentes. Vous me direz pourquoi ? Moi, j'ai une interprétation. En janvier, il y a la plus grande manifestation de tous les temps. Tellement importante que d'ailleurs, il y a beaucoup de témoins qui nous disent « ah oui, cette manifestation… » Après Charlie Hebdo et l'hypercachère. Après l'hypercachère, ils me disent « ah oui, la manifestation qu'on a faite après le 13 novembre. » Donc nous, on dit rien, parce que ça nous intéresse d'avoir la vérité du témoin. Donc y compris quand il se trompe. Ça veut dire que quand il se trompe, vous ne corrigez pas ? Jamais. Vous laissez l'erreur ? Mais évidemment, on ne va pas se mettre à intervenir, de même que quand on a un policier de base du 11e qui était là dès le début devant le Bataclan et qui se met, il me dit en face, il me dit « ouais, puis il y en a marre, il y en a que pour la BRI », alors qu'ils sont venus 1 heure plus tard. Non. Je ne vais pas lever le doigt en disant « écoutez, cher ami, ils sont sortis, les terroristes sont sortis à 21h47, il y a les deux cadors extraordinaires de la BAC qui vont liquider un des terroristes à 21h58, 59, et la BRI, les premiers arrivent à 22h20. Mais parce que ça m'intéresse qu'ils me disent ça. S'ils me le disent, c'est que ça renvoie à quelque chose. Alors, il y a des récits individuels, mais vous parlez-vous de récits partagés et de mémoire qui devient, au fond, commune, pour ne pas dire collective. Est-ce que ça aide à la reconstruction ? C'est fondamental dans la reconstruction. D'abord, c'est fondamental parce que les personnes qui ont vécu ça se disent « ah, la société ne nous oublie pas. » Et je l'indique parce que les survivants, les rescapés des terrasses ou du Stade de France,
ou les parents endeuillés. Ça, c'est aussi une autre composante, et je peux vous dire que dans les entretiens, c'est le plus dur. Bon, eh bien, les rescapés des terrasses, ou les parents endeuillés des terrasses, ils nous disent, mais on nous oublie. Parce que la mémoire du 13 novembre, c'est le Bataclan. Et c'est vrai que quand on interroge les Français avec le Crédoc, on s'est aperçu que année après année, il y avait comme une disparition dans la mémoire collective de ces références-là, et que le 13 novembre, non seulement le 13 novembre s'imposait par rapport aux autres attentats, mais en même temps, dans le 13 novembre, c'était soit une référence floue, Paris, soit le Bataclan. Et là, c'est la double peine pour ceux qui n'étaient pas au Bataclan ou qui n'ont pas eu d'enfants au Bataclan. Vous parlez des parents endeuillés, je ne sais plus quel auteur, j'ai oublié, mais qui avait écrit « En temps de paix, on enterre nos parents, en temps de guerre, on enterre nos enfants ». Est-ce qu'à votre avis, les Français ont pris conscience que le temps de cette séquence-là, terrible, ou d'autres séquences, nous étions en temps de guerre ? Je pense que oui, d'abord les mots ont été employés par le président de la République, ça a fait écho. Alors c'est une guerre singulière parce que c'est une guerre sur deux fronts, directement au Proche Moyen-Orient et puis avec une antenne locale, si je puis dire, avec ces attentats organisés. Je pense que les Français ont eu cette conscience-là. Et ça a entraîné une mobilisation, une réaction, et en même temps, on pouvait craindre le pire. On pouvait craindre que l'ensemble de la communauté musulmane soit visée. Ça n'a pas du tout été le cas. On pouvait avoir... Alors bien sûr, il y a des réactions de méfiance, bien entendu, a priori, parce que... Mais on n'a pas eu ces ratonnades qu'on pouvait craindre. Donc je trouve que la société française a bien réagi à cette épreuve majeure qui l'a touchée. Et simplement, dans cette mémoire-là, ils n'auront pas ce que connaissent les parents endeuillés. Et les parents endeuillés, si vous voulez, je dis souvent, les rescapés, ils ont des fractures de partout, du cerveau, du pied, enfin, voilà, ils sont abîmés de partout, ils se reconstruisent plus ou moins bien et il faut les aider. Les parents endeuillés, ils ont une fracture au milieu du cœur et là, c'est fini. Eh bien, vous parlez des parents endeuillés, ils sont très nombreux. Dans une région que vous venez de citer, Denis Péchanski, le Proche-Orient, particulièrement Israël, où là, toute une société est confrontée à la terreur depuis tout simplement la création de ce pays. On va rejoindre en direct de Tel Aviv Joëlle Lévy, qui est psychologue clinicienne, psychothérapeute, donc à Tel Aviv. Vous faites vous-même partie de cette société. Alors, comment la société israélienne réagit-elle depuis plus de 60 ans maintenant à cette terreur-là? Joëlle Lévy. Bonjour. Je ne sais pas si le terme réagir est approprié. Je pense surtout qu'elle s'adapte. J'entends souvent l'habitude. Je ne crois pas que ce soit une question d'habitude, c'est une question de nécessité. Tout à l'heure, il était question de la mémoire individuelle et de la mémoire collective. Et je crois que si nous sommes dans cette complexité-là, où la mémoire individuelle est intimement préoccupée par la mémoire, où tout le monde connaît quelqu'un qui a été endeuillé ou qui a été soit par la guerre, ça crée un autre climat de défense. Denis Péchanski parlait des parents endeuillés quand des jeunes gens ont été tués au Bataclan, au Stade de France ou sur les terrasses de café. Les parents ont été sidérés, choqués, profondément traumatisés parce qu'ils ne s'y attendaient pas. La différence en Israël, c'est que, je suppose que vous avez des enfants, Joëlle Lévy, c'est que quand des parents mettent au monde un enfant, ils se posent déjà la question, ils songent déjà aux terribles risques qu'ils font courir à cet enfant. Donc ils sont en quelque sorte programmés. C'est une question insoluble, c'est un impensable. Et pourtant, la plupart des familles ont créé que leurs enfants soient à l'armée et qu'ils sont
circonstance absolument terrible. Parce que qu'un enfant fasse l'armée, c'est d'abord cette idée du danger. Et en même temps, cette fierté qui participe à l'effort collectif. Donc, je vais devoir vous interrompre, Joëlle. Ambivalent. Je vais devoir vous interrompre parce que la liaison Internet ne marche pas très bien. Le son est haché. Donc, on va vous retrouver en vous appelant tout simplement par téléphone. Ce sera plus simple et sans doute plus efficace. Denis Péchanski, quand vous entendez Joëlle Lévy donc évoquer le sentiment que peuvent éprouver les parents à la naissance de leur enfant. Oui, bien sûr, ça fait écho. Je dirais que ça fait doublement écho parce que nos amis israéliens ont développé aussi, évidemment, depuis longtemps, des protocoles d'aide aux personnes touchées par le trouble de stress post-traumatique, qui est très caractéristique de ces chocs traumatiques face à un événement qu'on n'attend pas, choc traumatique, s'il s'incruste, s'il dure plus d'un mois, c'est un trouble de stress post-traumatique. Et on travaille avec nos amis israéliens pour essayer de trouver des solutions, puisque nous, on a une équipe, vous le savez, de neuroscientifiques, neuropsychologues, qui essayent de comprendre comment ça fonctionne, ce trouble de stress post-traumatique, et éventuellement, même si on n'a pas de vocation thérapeutique, mais de trouver des clés. Et on trouve des clés actuellement qui permettront à des gens comme ma collègue là et d'autres, des cliniciens, de peut-être d'explorer de nouvelles pistes. Parce que, effectivement, vous savez, le PTSD, c'est terrible. Vous avez, si je résume très très vite, à la fois le ressassement d'images intrusives, des images qui vous viennent complètement décontextualisées, c'est une flaque de sang, c'est un corps, ça vous vient de façon récurrente, ça vous fait souffrir, vous n'avez aucun contrôle dessus, c'est l'évitement, c'est-à-dire que vous allez tout faire pour empêcher à ces images de revenir, donc vous allez éviter les lieux de crime, vous n'allez plus prendre les transports en commun, et vous n'allez plus évidemment au restaurant, etc., etc. Et ça, c'est le trouble de stress post-traumatique, ça s'incruste, et le problème, c'est un peu comme la dépression, les gens ne comprennent pas que vous êtes pris là-dedans et que vous allez ressasser ça. Donc on doit trouver des solutions. On va tenter de retrouver Joëlle Lévy cette fois par téléphone. J'espère que la liaison, la liaison est bien meilleure. Alors je l'ai dit, vous êtes psychothérapeute, psychologue clinicienne. Quand un attentat se produit à Tel Aviv, Haïfa ou Netanya, comment aidez-vous les familles des victimes ? De quelle façon ? Et là, je m'adresse à la psychologue. Écoutez, d'abord, il faut malheureusement un temps de latence. Je dis malheureusement parce que mon collègue vous le confirmera. Il y a le temps de la sidération, y compris en Israël, quand ça touche quelqu'un en particulier. Donc, il faut ce temps de latence qui joue contre ce travail thérapeutique, puisqu'on sait depuis longtemps maintenant que plus on aide précocement, mieux seront nos possibilités, meilleures seront en tout cas nos possibilités d'intervention et d'attaquer immédiatement ces ressassements et tous ces mécanismes de défense qui s'organisent, qui ne sont pas stupides, mais qui sont nécessaires et en même temps pénalisants. Effectivement, on s'appuie sur les réalités du pays, le collectif, mais face à une douleur parentale de cette sorte-là, c'est un impensable. Mon collègue disait tout à l'heure que le cœur est brisé, le cœur est mort dans ces cas-là. C'est vraiment extrêmement compliqué. Alors, il y a d'autres situations quand la personne est elle-même touchée dans son corps. C'est à ce moment-là une autre problématique, mais la question de l'injustice, la question de la sidération n'est sans doute pas la même que lorsqu'il y a des attentats en France, parce que malheureusement ici, ça fait partie, j'ai presque envie de dire, de ce pourquoi ce pays s'est construit. Il s'est construit après un drame phénoménal, je pense évidemment à la Seconde Guerre mondiale, et que ça imbibe, ça induit toute notre mémoire collective. Merci beaucoup. Ça ne rend pas les choses moins douloureuses, évidemment. C'est pour ça que je n'aime pas trop ce terme d'habitude en Israël. Non, ce n'est pas une question d'habitude, c'est une question de nécessité d'adaptation.
Il y a peut-être aussi un contexte très ritualisé autour du souvenir collectif. Ici, ce sont des jours importants, le jour du souvenir. Très important. Merci beaucoup, Joëlle Lévy, d'être intervenu. Merci, Denis Péchanski. Cette sidération dont on a parlé n'est pas synonyme d'inaction. Contrairement à l'idée répandue, la France comme l'Europe réagissent à cette terreur en essayant de la prévenir et de l'éliminer. A-t-on pour autant les moyens de l'éradiquer? Nous poserons la question dans un instant à Frédéric Pechnard, ancien directeur général de la police nationale. La menace terroriste est une réalité qu'aucun expert ne conteste aujourd'hui, mais les Français la perçoivent-elles vraiment ou feignent-ils de ne pas en prendre conscience? Les sondages nous permettent d'y répondre, Églantine, sondages aux résultats contradictoires. Oui, depuis 2020, tous les esprits sont tournés vers l'épidémie de Covid-19 et non plus vers la menace terroriste. Et cela se ressent dans les chiffres. Près de 30% des Français percevaient la menace comme faible en septembre 2020. Cette étude nous montre aussi que le taux d'inquiétude face à la menace terroriste évolue en fonction des attentats. Alors par exemple, au moment de l'assassinat de Samuel Paty ou même de l'attentat de la basilique de Nice, 96% des Français évaluaient la menace comme fortement élevée. Et aujourd'hui, comment l'aperçoivent-ils ? C'est un chiffre en baisse, 75%, malgré 2 attentats contre des policiers en 2021. En revanche, Paul, on observe aussi de fortes disparités suivant la sympathie partisane des Français. Ceux qui évaluent la menace terroriste comme faible votent principalement pour la France insoumise ou les Verts. Merci pour ces précisions, Églantine. Frédéric Pechnard, faites-vous la différence entre perception et réalité? Pensez-vous que la perception est différente de la réalité telle que vous, au poste que vous avez occupé, que vous occupez toujours d'ailleurs, en tant que vice-président du Conseil régional, puisque vous êtes chargé des questions de sécurité, cette réalité est-elle plus forte que la perception? Parce que vous la connaissez. Oui, absolument. Il y a une différence, une distorsion entre la réalité et la perception. On le voit bien d'ailleurs dans ce que vous venez de dire sur les sondages. Et moi, je suis frappé d'ailleurs par ça, finalement par, d'une certaine façon, l'absence de résilience de la France. C'est-à-dire que depuis maintenant plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années qu'on est confronté au terrorisme, même si le terrorisme de Daesh a été plus particulièrement violent et nous a plus particulièrement impressionnés en France, on va surréagir, si je peux dire, au moment de l'attentat. Il est parfaitement normal qu'on rende hommage à nos morts, il est parfaitement normal qu'on en parle. Mais on s'aperçoit que quel que soit l'attentat, pendant 4 ou 5 jours, on ne va plus parler que de ça. Ça va être le sujet numéro 1, le président de la République va se déplacer, quoi qu'il arrive, il y aura des cérémonies, etc. Et après, ça va retomber comme un soufflet et on n'en parlera plus du tout. Et je pense que ce n'est pas du tout la bonne façon de réagir face au terrorisme. On est rentré depuis déjà plusieurs années dans un risque terroriste important. Ça continue, ça existe. On voit ce qui se passe en Afghanistan, on voit surtout d'ailleurs ce qui se passe en Afrique, qui va nous impacter beaucoup plus rapidement et beaucoup plus durablement, nous, en France. On voit ce qui se passe régulièrement aussi en France. Et je pense que la résilience, le bon niveau, c'est d'être toujours, en faisant attention, si vous voulez, d'être toujours sur un niveau où on pense au terrorisme, où on pense que ça peut arriver et où il faut s'y préparer en permanence. Donc vous nous dites que la menace reste élevée, malgré la défaite de Daesh en Syrie et en Irak. Menace reste élevée. Bien sûr, la menace est très élevée. Vous l'avez dit, tous les experts le disent, mais très honnêtement, il n'y a pas besoin d'être un immense expert pour le dire. Regardez la situation sécuritaire. Bon, on voit ce qui se passe en Afghanistan. L'Afghanistan a été longtemps la matrice des mouvements djihadistes. On peut craindre qu'elle le redevienne. Mais moi, ce qui me frappe particulièrement, c'est la situation en Afrique. Où l'idée, en dehors de l'Algérie, où la situation était très tendue à ce moment-là, mais l'idée qu'on risque quelque chose au Maghreb, dans le reste du Maghreb ou en Afrique, ne viendrait à personne. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, on voit bien que le Niger, le Mali, la Mauritanie, le nord du Sénégal, et puis bien sûr et toujours et surtout la Somalie, le Nigeria, sont des endroits où les intérêts français sont directement menacés par le terrorisme. Est-ce que la menace viendrait exclusivement de l'extérieur ? Ou est-ce qu'elle est présente aussi à l'intérieur? Oui, bien sûr. On le voit d'ailleurs dans tous les attentats. C'est intéressant de suivre le parcours des terroristes. Vous avez des terroristes exogènes qui viennent de l'extérieur et d'autres endogènes. Ça fait déjà longtemps. Rappelons les attentats de 1995 avec Khaled Kelkal, qui était un jeune Français issu de la banlieue lyonnaise. Et effectivement, c'est souvent l'amalgame des deux qui crée les principales difficultés. Et nous avons à faire face à la fois à un ennemi de l'extérieur et ce qui est d'une certaine manière bien plus préoccupant d'un ennemi de l'intérieur. Alors la France se donne-t-elle les moyens
de lutter contre cette menace. Avant de vous poser la question, des précisions d'Églantine sur les mesures déjà prises. Entre les attentats de janvier 2015 et ceux du 13 novembre, plusieurs axes vont être explorés, comme la création de plus de 2500 emplois consacrés à l'action contre le terrorisme ou encore la lutte contre les sites salafistes. Et le choc du 13 novembre a poussé François Hollande à prendre une série de mesures. En effet, lors du congrès de Versailles, le chef de l'État avait demandé la révision de la Constitution ou encore la dissolution de certaines associations. Il s'agit de pouvoir disposer d'un outil approprié pour fonder la prise de mesures exceptionnelles pour une certaine durée, sans recourir à l'état d'urgence et sans compromettre l'exercice des libertés publiques. Il est légitime que la Constitution comporte les réponses pour lutter contre ceux qui voudraient y porter atteinte. De la même manière que sont voués à la dissolution les associations ou les groupements de fait qui provoquent la haine ou incitent à la commission d'actes terroristes. Un pacte de sécurité était aussi sur la table avec la création de 5000 emplois supplémentaires de postes de policiers, mais aussi l'éventuelle déchéance de nationalité qui avait provoqué de vives polémiques à l'époque. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu'un apatride. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français, dès lors qu'il bénéficie d'une autre nationalité. Le gouvernement Macron, lui, s'attaquera aux bases idéologiques du terrorisme islamiste dans sa loi contre le séparatisme, avec par exemple le durcissement des conditions d'encadrement de l'instruction à domicile et de certaines associations culturelles ou sportives. Merci Églantine. Est-ce que ces mesures prises par des gouvernements successifs sont aujourd'hui suffisantes, Frédéric Pechnard? Alors, je voudrais rappeler assez rapidement comment fonctionne la lutte antiterroriste en France. C'est important. Vous avez un parquet, des juges d'instruction qui sont des gens qui sont spécialisés, ça fonctionne bien. Nous avons une police judiciaire donc, qui font l'investigation, on le voit dans le procès, c'est la brigade criminelle de Paris qui a fait toutes les investigations et qui permettent ensuite d'arrêter les complices et puis de comprendre ce qui s'est passé. Nous avons les groupes d'intervention, la BRI, le RAID, le GIGN pour la gendarmerie qui interviennent au moment où c'est chaud, si vous me permettez cette expression. Mais fondamentalement, la lutte contre le terrorisme, c'est un travail de renseignement. Et ce que demandent les Français au service de l'État, c'est bien d'intervenir une fois que ça s'est passé, c'est bien d'avoir un procès, évidemment, c'est bien de faire une enquête, mais si on pouvait être plus efficace encore dans le domaine du renseignement et intervenir avant que les choses se passent. Alors, c'est ce qui se passe déjà. Hein, la DGSI, déjà quand j'étais directeur général de la police nationale, mais je le sais encore récemment, régulièrement va démanteler des groupuscules terroristes qui allaient passer à l'acte, mais on voit bien que c'est ça qu'il faut faire. Donc, ce qui est le plus important, c'est de renforcer nos moyens de renseignement. Bien sûr, on peut tout renforcer, la loi, les services de police, etc. Mais fondamentalement, il faut renforcer les services de renseignement en hommes, naturellement, en possibilités juridiques, c'est très important, et en matériel. Le renseignement aujourd'hui, c'est du renseignement humain, mais c'est aussi du renseignement technique. Et là, je pense que nous avons en France, une vraie marge de progression. Et s'il y a quelqu'un qui peut entendre ce discours, c'est bien Raphaël Jérusalemi. Bonjour, merci d'être là en direct d'Israël. Vous êtes un ancien officier du renseignement israélien. J'imagine, en tout cas j'espère que vous avez entendu Frédéric Pechnard. Est-ce que la société française, comme les sociétés européennes, sont-elles sur la bonne voie pour lutter contre ce terrorisme? Oui, alors tout à fait. Avec pas mal d'années de retard. En fait, dans les années 2000, les Israéliens ont tiré la sonnette d'alarme au regard des Européens de ce qui allait arriver et qui est arrivé. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un retard au niveau de la décision politique en France. Alors les mesures dont on vient de parler depuis 2015, adoptées en France, sont excellentes. Je pense qu'il y a aussi une amélioration sur le plan budget personnel. Ça a pris beaucoup de temps. Et d'où le retard, d'où les attentats qu'il y a eu. Mais c'est vrai que, comme le dit M. Pechnard, là où il faut véritablement avancer, c'est sur le plan, de la technologie, du renseignement, qui est aujourd'hui aussi pas seulement humain, mais très technologique. On pourra en parler peut-être si on a le temps, notamment les Canadiens s'y prennent. Et puis, sur le plan juridique, donner plus de moyens aux services de sécurité, plus de l'aide, si vous voulez,
Je sais qu'il y a des voix qui se lèvent par rapport à la liberté individuelle, la vie privée, mais si l'on veut combattre le terrorisme et sauver des vies humaines, il faut donner un peu plus de laisse aux services de sécurité, donc, qui est par exemple les écoutes, le suivi des téléphones portables, le cas échéant, une fouille dans une demeure suspecte. J'espère que le son quand même nous parvient, que vous l'entendez bien. Il est un peu haché, comme pour tout à l'heure avec Joël Lévy. Je prendrai un exemple, d'ailleurs, que vient d'évoquer d'une façon subliminale Raphaël Jérusalemi. C'est les fichiers S, qu'on appelle nous les fichiers S. Il y a une dizaine de milliers en France, 10 000 à peu près. Un peu plus, Voilà. 20 000 fichiers S, carrément. mais à peu près 10 000 sur les islamistes. Voilà, d'accord. Alors, ok. Une fiche S, c'est une fiche sûreté de l'État, et il n'y a pas que les islamistes qui sont suivis par les services de renseignement. Il peut y avoir aussi des espions supposés ou autres. Vous avez raison. Les islamistes, en Israël, quand ils ont ce que nous on appelle un fichier S, ils l'écartent aussitôt. C'est-à-dire qu'ils prennent une mesure préventive musclée. Nous, on se contente de le suivre. Est-ce que ça n'est pas un petit peu imprudent ? Alors, 30 secondes pour vous expliquer. Quand on parle de fichier S, il faut bien savoir de quoi on parle. C'est quelqu'un qui est suivi ou suspecté par les services de renseignement. C'est-à-dire que c'est une des méthodes des services de renseignement pour suivre quelqu'un. Vous pouvez être fichier S islamiste sans être suspecté d'être islamiste. Par exemple, s'il y a un garçon qui part faire le djihad ou qui partait faire le djihad en Syrie, eh bien, le service de renseignement pouvait ficher S sa maman, la placer sur écoute parce que c'était intéressant à un moment donné de savoir que si, par exemple, elle partait en Turquie, on pouvait légitimement penser qu'elle allait voir son fils et donc la suivre, etc. Il y a un autre fichier qui me paraît plus important, qui est le fichier des radicalisés. Dans ce fichier, vous avez à peu près 20 000 personnes, 22 000 d'après ce qu'a dit Gérald Darmanin l'autre jour. Et là, on y met des gens dont on sait qu'ils sont radicalisés. Donc nous n'avons pas affaire à un fichier de terroristes, mais nous avons affaire à des gens qui sont radicalisés et qui peuvent poser un certain nombre de problèmes. Alors la loi permet aujourd'hui d'écarter ces gens d'un certain nombre de missions, d'un certain nombre de métiers. Probablement, il faudrait aller un petit peu plus loin. Et à partir du moment où vous êtes un radicalisé, vous ne pouvez pas, par exemple, conduire un bus ou faire d'autres métiers comme ça. Là, je crois qu'il faudrait aller un petit peu plus loin, justement pour protéger la population française. Raphaël Jérusalemi, Frédéric Pechnard évoquait tout à l'heure le comportement de la population française et souhaitait qu'elle vive, en quelque sorte, qu'elle accepte l'idée de vivre avec des attentats possibles. Au fond, c'est ce que fait la société israélienne. Oui, le plus grand allié des services. Vous m'entendez bien? Allez-y, Raphaël. Alors, le plus grand allié des services israéliens, c'est la population civile. Et le niveau de vigilance de chaque citoyen israélien, c'est une compétence collective, toujours en permanence, de voir ce qui cloche dans la rue, dans un autobus, dans un cinéma, et bien des fois, donc, les attentats ont été déjoués grâce à la vigilance des citoyens. Comme M. Pechnard l'a dit, lorsque on va vers l'attentat, il est déjà trop tard. Il y a effectivement une réaction sur le vif. Ce qui est important, c'est en amont de toute la préparation des renseignements, de l'intelligence, de tout ce qu'on peut obtenir. Et là aussi, il y a une participation de la population civile qui va signaler tout ce qui lui paraît louche dans les déplacements, dans les personnes qui d'un coup arrivent dans un endroit qui paraissent louches. Donc tout cela est extrêmement important. Il faut aussi peut-être remarquer que malgré les dangers qui pèsent sur les Israéliens, nous avons extrêmement peu de terroristes endogènes. C'est juste. Ils sont exogènes si on parle de Palestiniens comme étrangers, donc ce sont les Palestiniens. Mais par exemple, si l'on prend la jeunesse musulmane israélienne, elle est très très peu radicalisée et ne commet pratiquement jamais d'attentats. Et elle vous a même aidé à trouver les évadés palestiniens des prisons, la population arabe. Exactement, nous jouissons d'une coopération d'ailleurs avec la sécurité des services de sécurité palestiniens. Merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi. Un dernier mot, Frédéric Pechnard. Raphaël donc décrivait bien le comportement de la population. Il y a quand même une différence de taille
on peut comprendre aussi la réaction des Français et des Européens, c'est que Israël est en guerre, bien sûr, entouré par des pays qui veulent sa destruction, alors que la France est en paix. Bien sûr, encore que deux présidents de la République successifs ont expliqué que nous étions en guerre, et d'une certaine manière, nous sommes dans une guerre, alors une guerre asymétrique, une guerre où il n'y a pas, c'est pas la Première Guerre mondiale, il n'y a pas 1 million de morts tout de suite, mais il y a un mot que j'ai retenu dans ce qu'a dit Raphaël Jérusalemi, c'est vigilance. Voilà. Et finalement, c'est un mot qui va assez bien avec ce que je disais tout à l'heure, la résilience. Et finalement, faire preuve de résilience, aujourd'hui, c'est pour les Français faire preuve de vigilance, d'avoir les yeux ouverts, d'avoir les oreilles ouvertes, d'écouter, de voir, et éventuellement de pouvoir renseigner ou intervenir. Merci beaucoup, Frédéric Pechnard, d'être passé nous voir et de témoigner sur RCJ. Je rappelle que vous étiez l'ancien directeur général de la police nationale. Merci encore. Merci, Palama. Pour conclure l'émission, le dessin de Graham, que vous pourrez voir sur les réseaux sociaux de RCJ, notamment Instagram et Facebook. Donc, on va le voir ensemble, mais en compagnie de Graham, qui va nous le décrire, évidemment, en destination des auditeurs qui vous écoutent et qui ne le voient pas pour l'instant. Graham ? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je vous ai fait un dessin aujourd'hui pour commenter l'annonce récente qui a été faite de la découverte d'un vaccin contre le paludisme. Et c'est donc le titre du dessin, découverte d'un vaccin contre le paludisme. Et on voit deux personnages, un homme blanc d'un côté qui porte un t-shirt anti-vax et qui est en face d'un enfant africain à qui il dit « Ne cède pas à cette dictature sanitaire ». Voilà. Le paludisme est une maladie qui tue environ un enfant toutes les 2 minutes, et la découverte d'un vaccin, bien qu'il ne soit encore performant qu'à 30%, est une avancée médicale fondamentale. Et je me suis demandé ce qu'en penseraient nos chers anti-vaccins français qui clament que l'imposition d'un vaccin est une atteinte aux libertés fondamentales. Excellente initiative et excellent dessin. J'espère que vous n'aurez pas d'ennui avec les anti-vax. Et vous avez raison de rappeler le nombre de morts tués par le paludisme, d'enfants morts, 260 000 enfants chaque année en Afrique. Merci beaucoup, Graham. Merci à toutes et à tous. Et on se retrouve vendredi prochain de midi à 13h. Au revoir.